Le 11 octobre 2015 se tiendront les élections couplées présidentielles et législatives. C'est l'une des principales décisions du Conseil des ministres de ce jour. Crise de la société minière True Gold, le gouvernement s'engage dans le conflit. Il a rencontré les populations et la société minière pour déminer la situation objective. Le retour des activités à True Gold. Le prochain sommet des chefs d'État de l'Union africaine va se tenir au siège de l'Union, c'est à Addis Abeba en Éthiopie, avec la question de la femme au centre des débats. Un commentaire de Caroline Ouaré dans ce journal pour camper le décor. Et puis enfin, les étalons ont quitté la Guinée-Bissau la tête baissée. La moisson a été lamentable cette année pour nos représentants. Nos reporters revisitent cette campagne ratée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur la télévision nationale du Burkina Faso. Un conseil des ministres s'est tenu ce jour à Kosiam, au palais de Kosiam. Au nombre des décisions prises par le gouvernement, on retiendra la date du 11 octobre 2015 pour les élections couplées présidentielles et législatives. Explication de Sieur Sylvestre Da. L'organisation des élections générales de fin 2015 au Burkina a été l'un des dossiers majeurs à l'ordre du jour de la session ordinaire du Conseil des ministres ce 27 janvier. Le ministre en charge de l'administration territoriale, dans son rapport, a signifié au gouvernement et au président du Faso que les concertations avec les forces vives de la nation ont abouti à un consensus. Les membres du Conseil ont alors entériné les dates auxquelles ces élections auront lieu. Il est confirmé que les élections présidentielles et législatives couplées se dérouleront le 11 octobre 2015, tandis que les élections municipales auront lieu le 31 janvier 2016. Au ministre Auguste Denis Barry, le Conseil a donné son accord pour la création au sein de son département d'un observatoire national des faits religieux. Dans le contexte actuel, des dynamiques sociales se mettent en mouvement et problématisent la question même religieuse dans nos sociétés et dans la sous-région et un peu partout dans le monde. Et donc il était indispensable que l'on puisse trouver les mécanismes qui puissent permettre, n'est-ce pas, de maîtriser l'ensemble de ces situations et de les encadrer au mieux de façon à pouvoir suivre toutes les questions religieuses au sein de la société, au sein des communautés, etc. C'est pourquoi il a été proposé la création donc de cet observatoire qui sera une structure consultative qui aura une double tutelle, une administrative au niveau de mon département et une technique au niveau du Conseil supérieur de la communication. La biotechnologie a focalisé également l'attention du Conseil. La défense du dossier par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a abouti à l'adoption des textes réglementaires à la loi sur la sécurité en la matière. Dans les prochains mois, si vous voulez importer par exemple quelque chose qui se rapporte aux organismes génétiquement modifiés, il y a des procédures, il y a des textes d'application. Si aujourd'hui une firme veut importer ou par un brevet des organismes génétiquement modifiés, nous protégeons les consommateurs, nous protégeons l'environnement, nous protégeons la diversité biologique au niveau du Burkina Faso. Parce que comme nous sommes les premiers à avoir eu la loi, nous sommes les premiers aussi à avoir les textes pour protéger l'environnement. Le ministère de l'économie et des finances a fait au Conseil des propositions d'orientation pour la gestion budgétaire 2015. Sur cette base, le Conseil a donné son accord pour que des mesures soient adoptées afin de mieux encadrer la mobilisation des ressources et des dépenses publiques. Le premier volet, c'est du côté des ressources. Un nombre de mesures afin d'assurer un accroissement ou une mobilisation suffisante des ressources qui vont permettre l'exécution de la dépense publique au cours de l'année. Et à ce niveau, on peut citer globalement et plus essentiellement deux mesures sur lesquelles nous aimons revenir là-dessus. C'est notamment l'application effective de la facture normalisée qui fera l'objet d'une grande communication dans les prochains jours et également le système de tracking des marchandises afin de s'assurer que toutes les marchandises qui ont été embarquées dans les ports d'embarquement arrivent au niveau de Ouagadougou en l'état, aussi bien dans le contenu que dans la quantité. Pour ce qui concerne le volet dépenses publiques maintenant, nous avons présenté un certain nombre de mesures, dont les mesures de réduction du train de vie de l'État,
qui fera l'objet d'un examen particulier. C'est une mesure qui porte sur la gestion des baux de l'État. En quoi cela consiste? C'est pour s'assurer véritablement que les immeubles que l'État loue pour ses services connaissent une transparence dans la location, de telle sorte qu'on puisse faire jouer le jeu du marché. L'autre élément, c'est au niveau de la gestion des véhicules de l'État. Beaucoup de mesures seront prises à ce niveau. Le ministère de l'économie et des finances, en collaboration avec le ministère de la promotion de la femme et celui en charge du commerce, ont ensemble présenté au Conseil leur vision pour une opérationnalisation des guichets spéciaux de financement du secteur informel et de l'entrepreneuriat féminin. Une vision qui a rencontré l'adhésion du Conseil. En termes de demande financière, c'est pratiquement 317 milliards, exprimés aussi bien par les femmes que par le secteur informel, alors qu'il n'était proposé que 10 milliards. Et ces 10 milliards même n'ont pas pu connaître de financement parce qu'en réalité, il n'y a eu que 5 milliards au total qui ont été inscrits dans le compte qui, malheureusement, au regard de la tension des trésoreries, n'a pas connu de placement auprès ni des femmes ni du secteur informel. Que faut-il faire? 317 milliards pour 10 milliards promis. Comprenez que c'est un peu difficile à arbitrer. Toujours est-il qu'un travail a été fait par ces trois ministères à travers un comité de crédit qui a quand même identifié des projets qu'on peut juger de assez bancables pour pouvoir allouer les crédits. Et le Conseil de préciser que le financement des projets se feront sous forme de crédits qui devront être remboursés afin de permettre à d'autres acteurs d'en bénéficier. Audience du chef de l'État, le président Michel Kafando a reçu ce soir le PDG de IAM Gold Corporation autour des activités de cette société dans notre pays. Monsieur Letune, à sa sortie d'audience, il est au micro de C. Sylvestre Da. Rencontrer le président et le remercier pour ce que lui et son gouvernement ont fait pour apporter la stabilité très rapidement au pays après les événements et aussi réaffirmer l'importance qu'a Essakane pour nous. Essakane, c'est notre plus gros investissement à travers le monde et nous espérons que le pays va continuer à avoir cette stabilité. Is our biggest mine in the world for IAM Gold. Nos projets immédiats, nous continuons à explorer activement autour de la mine d'Essakane. Nous avons enregistré des résultats assez encourageants et notre focus aujourd'hui, c'est de développer ces nouveaux projets et les amener sur Essakane. Parce que l'année dernière, nous avons fini l'expansion de la mine qui nous a coûté 300 millions de dollars. Et aujourd'hui, dans l'ensemble, nous avons dépensé plus d'1 milliard de dollars, à peu près 500 milliards de francs CFA à Essakane. So it's important for us to bring as much gold through Essakane as possible. Le Burkina a été un très bon pays d'investissement pour nous et nous voulons continuer à nous développer dans ce pays, bien sûr en partenariat avec le gouvernement et avec les populations du pays. Mine toujours, le gouvernement burkinabé au secours de la société minière True Gold. Il a initié des discussions entre la société et les populations. Le gouvernement et les autorités de la région du Nord ont rencontré les médias pour un point sur la médiation. Reportage de Belema Herman Toé. Le calme est revenu à Namisigima après les manifestations des 14 et 16 janvier dernier, mais la sensibilisation et les concertations se poursuivent afin de trouver une solution durable à la crise. Les autorités de la région du Nord ont placé la communication au cœur de la gestion de cette crise sociale. Il est de notre devoir de rencontrer les différents acteurs pour communiquer. Communiquer pour dire ce qui s'est réellement passé et aussi dire ce qui se passe au niveau de l'exploitation minière. Parce que nous savons que c'est par l'information, c'est par la communication que nous pouvons restituer la vérité. Cette rencontre a été l'occasion pour le gouverneur de la région de rassurer les populations de Namisigima et de Ramatoulaye. Que les populations sachent, et particulièrement les populations de Ramatoulaye, sachent que
l'exploitation minière ne va pas toucher ou ne va pas entraîner un déguerpissement de ce village renommé, de ce village qui est un haut lieu de culture, qui est un lieu religieux. En plus, que l'exploitation minière ne va pas impacter la mosquée de Ramatoulaye. Il faut que les responsables de la société True Gold fassent de leur mieux pour rencontrer les cheikhs et dialoguer. En ce moment, ils trouveront une bonne formule. Comme l'extraction de l'or ne va pas impacter la mosquée et les tombes, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Ce que le cheikh veut, c'est un document attestant qu'ils ne vont pas toucher la mosquée et les tombes. La rencontre a été un véritable moment d'échange qui a permis aux autorités de la région ainsi qu'à la délégation de recueillir des propositions car, estime-t-elle, seule la voie du dialogue pourrait trouver une solution durable à ces conflits. Un plan d'action en matière de prévention et de gestion des conflits au Burkina Faso. Les acteurs de la question se sont retrouvés lundi dernier à Koudougou pour valider le projet du plan d'action. C'était en présence de notre reporter Jonas Wemba. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité se préoccupe des conflits de plus en plus croissants dans les différentes communautés au Burkina Faso. Il a fait élaborer à cet effet un référentiel recensant les moyens et les étapes nécessaires à une bonne prévention et gestion de ces conflits. Et la présente rencontre à Koudougou, qui réunit des acteurs de l'administration du territoire et les partenaires techniques et financiers, vise à s'approprier son contenu et éventuellement à l'enrichir. Avant que la justice des droits modernes arrive, on réglait un peu nos conflits par les modes alternatifs, la conciliation, la médiation et la transaction. Voici des modes qu'on veut remettre un peu à jour pour permettre à notre pays de vivre dans la paix avec la justice et aussi avec nos traditions. Le document qui va sortir des 2 jours de réflexion doit servir de boussole pour les différents acteurs intervenant dans la prévention et la gestion des conflits. Et pour cela, il doit être, selon Auguste Denis Barry, plus consensuel et mieux adapté à la réalité du terrain. Il faut des réflexions pour trouver donc des solutions innovantes, des solutions efficaces pour que les Burkinabés puissent être sensibilisés, en tout cas à vivre dans la tolérance, dans le respect. Un vouloir vivre ensemble plus que réaffirmer, de sorte que notre pays puisse être un havre de paix. Cette rencontre permettra également aux participants d'étudier la faisabilité technique et financière de ce plan d'action. Déjà, le ministère de l'administration territoriale peut compter sur le programme de renforcement de la gouvernance politique, PRGP, qui a financé le processus d'élaboration du référentiel. Politique à présent, le CDP, section provinciale du Houé, rencontre les militants et sympathisants. Une rencontre pour relancer les activités du parti après sa suspension suite aux événements des 30 et 31 octobre 2014. Et Salia Sanou, secrétaire général du parti dans le Houé, de demander aux militants de rester mobilisés pour les échéances électorales de 2015. Commentaire signé Awa Ouedraogo. Suspension du parti Congrès pour la démocratie et le progrès CDP levé, il refait surface sur la scène politique nationale. Et l'heure est à la rencontre des militants et sympathisants pour relancer les activités. Ce matin, la section provinciale a convoqué toutes les structures au niveau de sa province pour donner le mot d'ordre de relancer nos activités, de reprendre les activités, de faire comme d'habitude. C'est-à-dire que convoquer les assemblées générales, mettre les tenues CDP, en tout cas faire comme tous les autres partis. Un congrès est prévu pour se tenir le 23 mars prochain, congrès à l'issue duquel le parti de l'EPI et de la DABA désignera son candidat pour les présidentielles d'octobre 2015. Et le secrétaire provincial du Houé d'interpeller ses militants à rester mobilisés autour des idéaux du parti. Il en appelle aussi à la cohésion sociale. Et puis le 24e sommet de l'Union africaine se déroule du 23 au 31 janvier 2015 à Addis Abeba, en Éthiopie, sous le thème
année de l'autonomisation de la femme et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Explication de Caroline Ouaré. Ce sera la première, sinon l'unique participation du Burkina sous la bannière de la transition à cette haute instance de l'Afrique. Quelle figure notre pays peut-il montrer, lui qui a frôlé de très peu d'être le suspendu de l'Union africaine suite à la révolution de fin octobre 2014? Tout au moins, le coup se voudra diplomatique. C'est la tribune des chefs d'État et de gouvernement du continent, des partenaires techniques et financiers et autres institutions d'accompagnement. Autant le dire, c'est la tribune du faire-valoir. Les thèmes à débattre se veulent les plus englobants pour tout le continent. Voyons pour le cas de la thématique générale de ce 24e sommet. Année de l'autonomisation de la femme et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. Une fois de plus, comme sur bien d'autres tribunes, se rappelleront les sceptiques, la noble cause de la moitié du ciel est donc brandie. Pour une préoccupation, elle est partagée d'un point cardinal à un autre en Afrique. Les femmes représentent à peu près 53% des populations. Elles contribuent pour plus de 70% dans la production agricole, presque partout, mais gardent toujours invariablement les derniers rangs quand vient le moment de la rétribution. Mais bref, le sujet n'est pas encore de faire la litanie des préjudices. En plus de la question de la femme, bien d'autres sujets de préoccupation pour l'Afrique gardent le top des priorités. L'emploi, la gouvernance, les élections, la paix, la sécurité, le terrorisme. Autant de questions qui ont fini par devenir des boulets au pied du continent. Et comme si cela ne suffisait pas, la maladie à virus Ebola s'est mise de la partie. Ainsi dépeint, le tableau paraît bien pessimiste, mais c'est un pessimisme voulu, le choix étant de braquer notre projecteur sur ces trains qui n'arrivent jamais à l'heure. Voilà, merci Caroline Ouaré. Ceci dit, les membres du comité de pilotage du programme national de gestion des terroirs, PNGT 2, se sont retrouvés ce 23 janvier à Ouagadougou pour un bilan de l'exercice écoulé. Explication de ce bilan avec Claudine Bikaba. La troisième phase du programme national de gestion des terroirs PNGT est enclenchée. En effet, le comité de pilotage se rencontre pour la troisième fois pour le bilan du PNGT 2, phase 3. Un bilan jugé satisfaisant. Les 5 composantes du programme ont dégagé des taux d'exécution physique supérieurs à 60% dans leur ensemble. Donc, nous pouvons dire que globalement, le bilan d'exécution du projet au cours de l'année 2014 est très satisfaisant. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'avec les événements du 30 et 31 octobre, vous savez que les collectivités locales ont été suspendues le 19 novembre. Donc cela a peut-être empêché la réalisation de certaines activités. Comme vous le savez, ce projet soutient largement les collectivités locales dans la mise en œuvre de leur plan de développement. Au sein de la Banque mondiale, vous savez que le PNGT, c'est un programme phare en termes de résultats qui sont toujours bons, mais aussi en termes de volume financier parce que la mécanique en place permet effectivement de transférer de l'argent directement aux communes rurales pour soutenir la réalisation d'investissements prioritaires demandés par les communautés à la base. Il s'agira pour ce comité de voir ensemble les insuffisances relevées au cours de l'exercice écoulé et de prendre en compte la nouvelle donne qui est l'implication des délégations spéciales dans la gestion de ce programme. Pour 2015, au niveau des bailleurs de fonds et particulièrement au niveau de la Banque mondiale, nous nous posons la question. Est-ce que les délégations spéciales vont pouvoir assumer leurs responsabilités, jouer leur rôle avec donc les outils appropriés, maîtrisés, pour que le développement local soit toujours au rendez-vous, en tout cas en faveur des populations locales. Ce programme couvre les 302 communes du pays et les 13 régions. Rappelons qu'une visite terrain a précédé cette troisième session du PNGT.
Le Burkina Faso met à jour sa carte administrative, une carte pour répondre aux questions de développement de notre pays. La carte a été présentée le 22 janvier dernier aux acteurs locaux et aux responsables des services déconcentrés de l'État des régions de la moitié est de notre pays. C'est un reportage de Nazedia Kalia Ouattara et de Nestor Yogbaré. La carte administrative du Burkina, jusqu'ici utilisée pour la conduite des programmes de développement, ne répond plus aux réalités du terrain. Quand vous regardez un peu sur le temps, les anciennes cartes la datent des années 50. Bon, en fait, les premières éditions, c'est autour de 60. Entre 60 et puis 2015 aujourd'hui, vous voyez le temps. Alors, les données sur le sol ont beaucoup évolué. Voilà. Il y a eu des aménagements qui ont été faits, il y a des routes qui ont été construites et tout. Donc, ça veut dire que ces cartes-là sont plus actuelles par rapport donc, aux anciennes, qui sont véritablement désuètes. Et c'est pourquoi le gouvernement a entrepris depuis 2011 de mettre à jour sa cartographie. Une mise à jour qui permet au Burkina Faso de passer d'une cartographie d'exploration à une cartographie pour le développement. Une cartographie qui va permettre aux gens d'avoir des interventions pertinentes pour l'aménagement du territoire, pour le suivi, pour la connaissance des ressources naturelles qui se trouvent et aussi la connaissance des sites touristiques et autres qui vont permettre donc aux communes de pouvoir promouvoir davantage le côté touristique, le côté routier est mis en exergue. Tous les villages, pour tous les villages, on a précisé toutes les infrastructures qu'il y a. Ça veut dire que par exemple, on connaît désormais les communes en utilisant la carte peuvent directement voir dans quel village on a un CSPS, dans quel village on a une école. Les collectivités territoriales sont donc les gros bénéficiaires de cette nouvelle cartographie. Une part belle aux collectivités territoriales que le directeur général de l'Institut géographique du Burkina explique par le fait que les communes soient placées au cœur du développement depuis l'avènement de la communalisation intégrale. C'est pourquoi cette sensibilisation à l'utilisation de l'information géographique au profit des communes et services déconcentrés de la moitié est du Burkina, selon Ablé Belem, était indispensable. Et éducation à présent, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a entrepris une vaste campagne d'information et de communication dans les régions du Burkina sur le continuum éducatif. Ce jeudi 15 janvier 2015, une délégation du ministère était face aux acteurs éducatifs de la région du Centre-Nord, c'est à Kaya. Objectif, informer les acteurs éducatifs de cette région des fondements du transfert du préscolaire et du post-scolaire au MENA. Il s'agit aussi de recueillir leurs préoccupations. Le reportage est signé Seydou Zon. Ils sont des acteurs de l'éducation venus des 3 provinces du Centre-Nord pour prendre part à cette journée d'information publique sur le continuum éducatif. Une journée qui se veut, selon le ministère en charge de l'éducation, de diffuser les informations justes et vraies à ces acteurs sur ce nouveau système éducatif en marche au Burkina Faso. Je suis très content d'entendre dans la salle par les partenaires sociaux, les syndicats, qui louent la philosophie. Mais c'est la mise en œuvre qui rencontre beaucoup de difficultés que les partenaires rejettent pour des préalables. Mais ça, c'est normal. Le politique, lui, il donne les orientations. Le technicien, lui, il met en œuvre cela. Cette conférence publique sur la mise en œuvre du continuum au-delà de son caractère informatif offre également une tribune à la communauté éducative du Centre-Nord d'exposer les difficultés rencontrées sur le terrain et de faire des suggestions. Nous avons trop de problèmes sur cette mise en œuvre parce que des salles non construites, des élèves qui n'ont pas tous les professeurs. L'État a fait des efforts, mais les professeurs ne sont pas au nombre. Donc nous débrouillons très difficilement, surtout pour les sites qui sont éloignés des grands centres. Il est très difficile de trouver des professeurs. Par rapport à ces sites qui ont connu un retard, c'est de peut-être trouver un temps pour permettre à ces professeurs qui vont venir là de combler un peu ce déficit-là. Parce que l'année scolaire a environ 8 mois. Et si nous sommes déjà en janvier, ça veut dire qu'il y a déjà 4 mois qui sont passés. Alors 4 mois dans 8 mois, alors que les 8 mois c'est un temps théorique, ce n'est pas un temps pratique. La délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dit prendre acte des préoccupations si exposées. Elle a promis de les transmettre à qui de droit. Et puis les établissements Marie Curie ont 20 ans qui ont permis aux établissements de participer de manière significative à la formation des enfants du Burkina Faso. Les 20 bougies ont été soufflées hier après-midi en présence de Abdoul Rasmane Zongo.
Cette pancarte fixe à elle seule l'attention sur le 20e anniversaire du cours Marie Curie. Construit en bâtiment de 3 classes en 1994, Marie Curie est devenue aujourd'hui un complexe scolaire accueillant beaucoup d'élèves répartis aux préscolaires, primaires et secondaires. Aujourd'hui, nous avons 8 bâtiments qui totalisent 28 salles de classe. Nous avons commencé avec 30 élèves en 1994. Cette année 2014, nous avons 1552 élèves inscrits dans notre établissement. Notre établissement a créé beaucoup d'emplois pour le pays. Sur le plan de la réussite scolaire, nos résultats sont excellents. Et si bien que nous avons eu en 2008 le Grand Prix du président du Faso qui récompense le meilleur établissement, n'est-ce pas, du pays. Cette année, en 2014, nous avons été nominés, c'est-à-dire que nous nous sommes trouvés parmi les 10 meilleurs établissements du Burkina Faso. La cérémonie a connu son clou par cette décoration. Le fondateur de l'établissement reçoit une médaille d'officier dans l'ordre des palmes académiques. Anciens et nouveaux apprenants donnent leurs sentiments, le personnel enseignant n'est pas en reste. Surtout sur le plan dynamisme, discipline et vraiment amour du travail. C'est une école vraiment qui nous a beaucoup apporté, nous a forgé une personnalité qui nous facilite vraiment la vie à l'université. Ce que je retiens de cette école, c'est surtout la rigueur, encore la rigueur, et jusqu'à maintenant. Le secret de Marie Curie, c'est tout simple, c'est surtout la rigueur dans le travail, c'est la discipline. Vous avez dû constater, n'est-ce pas, qu'il y a un seul portail qui est là. Et il faut savoir, n'est-ce pas, qu'à partir de 7 heures, le portail est fermé pour tout le monde. Les perspectives pour Marie Curie restent de promouvoir davantage l'excellence dans l'éducation et dans la formation. Religion à présent, comme les années antérieures, le village de Boudangou, situé à 5 km de Fada Ngourma, a accueilli le pèlerinage du dit diocèse. C'était ce 25 janvier. Prières, chants, adorations ont ponctué cette cérémonie. Cette année, la famille était au cœur des préoccupations du clergé catholique diocésain qui a reçu un note de marque en la personne de son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo. Le reportage de Lambert Soma et de Fousseni Traoré. C'est à l'unisson que les fidèles chrétiens du diocèse de Fada ont convergé à Boudangou pour leur traditionnel pèlerinage diocésain. Famille chrétienne, vie de la parole de Dieu et œuvre pour la paix, c'est le thème retenu pour cette année et il est de plus évocateur. Nous voulons, par le choix de ce thème-là, sensibiliser les familles pour que les familles restent des creusets de l'amour, de la liberté, du pardon, du dialogue, de la tolérance. L'édition 2015 de ce pèlerinage avait une saveur particulière. Pour cause, son éminence, le cardinal Philippe Ouedraogo, a effectué le déplacement pour communier en cœur avec les frères et sœurs en Christ du diocèse de Fada Ngourma. Mais c'est extraordinaire. Vous voyez la participation de cette foule immense. Je dirais une foule apocalyptique. Voilà, c'est signe de quelque chose. Jésus est connu dans le Gouloumou. Jésus est accepté dans le Gouloumou. Les pèlerins, eux, se disent satisfaits de leur participation. Ce sont des sentiments de joie. De joie d'abord pour avoir reçu la visite de son éminence. Et puis la joie d'avoir tout ce monde réuni. Ce que j'ai tiré de ce pèlerinage, c'est grand. C'est une grande chose parce que je ressens que j'ai vécu ma foi aujourd'hui avec les autres. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition en 2016. Mais en attendant, il a été demandé à chaque chrétien de promouvoir l'union et la tolérance, gage d'une paix durable au Burkina Faso. Et puis de religion parlant à présent de culture pour dire que c'est parti depuis hier pour la première édition du Festacu, le festival des arts culinaires et vestimentaires. Jusqu'au 1er février, le public pourra déguster des mets et de la grillade dans une bonne ambiance ou s'acheter des effets d'habillement au Palais de la Jeunesse et de la Culture. Jean-Pierre Gengané, c'est à Ouagadougou. L'événement se tient sous le thème cohésion sociale pour une paix durable au Burkina Faso. Reportage signé Aruna Maré.
Dimanche, au Palais de la Jeunesse et la Culture Jean-Pierre Guingané, la première édition du Festacuve, le festival des arts culinaires et vestimentaires, réunit des acteurs économiques de divers domaines. Selon les initiateurs, outre les arts culinaires et vestimentaires, le festival met l'accent sur l'art oratoire. Ce festival, ce qui est intéressant, c'est qu'il réunit trois arts, à savoir l'art oratoire, vestimentaire et culinaire. Et nous voulons donc aussi, à notre façon, promouvoir notre culture et permettre aussi aux jeunes, à toute la population du Burkina Faso, de se retrouver entre amis, dans un esprit de fête. Cette première édition se tient sous le thème « Cohésion sociale pour une paix durable au Burkina Faso ». C'est accompagner les initiatives entrant dans le cadre de l'entrepreneuriat et surtout les initiatives qui a pour but ici de permettre aux femmes de pouvoir subvenir à leurs besoins, d'amener des activités génératrices de revenus. C'est la raison pour laquelle lorsque l'équipe nous a approchés, nous n'avons pas hésité à leur donner un coup de main et à venir être là pour que la fête soit bonne. Pour le promoteur, le Festacuve, loin d'être un festival de trop, vient enrichir la diversité des activités socio-culturelles au Faso. Des projections sur écran géant, des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations sont prévues toute la semaine. Les portes du Festacuve se referment le 1er février prochain. Et puis, M. André Sanou, président de la Fédération des Dozo de l'Ouest du Burkina Faso, n'est plus depuis ce 25 janvier 2015, après 15 ans passés à la tête de cette confrérie des chasseurs. Grand connaisseur de la nature et radiothérapeute, il a œuvré à faire connaître cette société ésotérique auprès du public et participé à plusieurs rassemblements hors du Burkina Faso. Retour sur la vie d'un maître d'Ozo dans ce reportage signé Adama Koulibaly. Grand chef d'Ozo, confrérie de chasseurs plus ou moins secrète, André Sanou était à la tête de la Fédération des Dozo de l'Ouest du Burkina. Il était tout un symbole pour cette société ésotérique qui compte plus de 17 000 initiés dans cette partie du Burkina. En grand chef d'Ozo, il a contribué à faire connaître cette confrérie mystique et mystérieuse pour une certaine opinion auprès de la population. La tradition mandingue fait remonter l'existence de cette confrérie à deux frères, Cotron et Sané. Le dosoya, c'est-à-dire la pratique du dozo, est une philosophie, un art de vivre qui obéit à des principes fondamentaux. Il ne s'agit pas seulement de porter une tenue, un habit rouge, soit déjà qu'il est dozo. Ça, ce n'est pas un dozo. Un dozo est celui-là même qui accepte. Être des dozo, on vous dit, voilà, les règlements sont les suivants. Les totems des dozo. Si vous acceptez qu'on fait votre initiation, donc à partir de ce jour, même si vous étiez voleur avant, vous n'allez plus voler. Vous ne devrez pas trahir. Vous ne devrez pas mentir. Vous ne devrez pas tuer. Après avoir combattu dans l'armée française et servi le Burkina comme garde républicain puis à la police nationale, il est porté à la tête de la confrérie des Dozo à la mort de Tsefi Koulibaly en 2000. Sous sa houlette, les Dozo du Burkina ont participé à plusieurs rassemblements de confréries au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée et en Gambie, d'où ils sont revenus avec des trophées. Ils sont partis en Gambie par 2 fois et nous avons amené 2 coupes. Nous avons été par 5 fois au Mali. C'est nous qui avons posé la première pierre de la maison des chasseurs à Nyanfolila au Mali. Grand connaisseur de la nature et radiothérapeute, André Sanou a quitté ce monde à 76 ans, laissant orpheline la confrérie des Dozo de l'Ouest. Mais sans doute, les confréries sœurs des autres pays d'Afrique de l'Ouest seront aussi touchées par cette disparition. Au-delà de sa mission de chasse, l'on doit peut-être la première déclaration universelle des droits de l'homme, appelée la charte de Kouroukanfouga, à la confrérie des chasseurs en 1222, et étendu plus tard par Soundiata Keïta à tout l'empire du Mali en 1235, après la bataille de Kirina. Toute chose à présent, sport football, après la débâcle de la Guinée équatoriale, les interrogations sont nombreuses sur cette déculottée des étalons. Victorien Marienne revisite la chevauchée pitoyable des étalons, vice-champion en 2013.
Attendus au pied du mur, les étalons dans leur tunique de vice-champion d'Afrique tiennent finalement la queue de la CAN 2015. De l'altitude de Nelspruit au contact de la réalité du champ de bataille de Bata et d'Ebibiyine, Paul Put et ses hommes sont restés pantois et la sanction a été sans appel. Nous avons beau parler, prévenu, chanter et écrit, mais rien n'y fit. L'entêtement à vouloir tout connaître, tout savoir et ne recevoir de leçons de personne, joueurs, entraîneurs et dirigeants sont aujourd'hui sans voix. À la vérité, c'est la fin d'un cycle et seul le technicien belge croyait dur comme fer en une famille toujours élégante, pimpante, sans fissure. Que nenni. Le bilan de la CAN 2015 est connu. Les seigneurs d'hier, en se tablant sur leur passé récent et en refusant de s'améliorer individuellement et collectivement, ont sombré tout doux. Avec de l'envie et de l'engagement, on peut faire de grandes choses, dit-on. C'est ce qui a manqué cruellement à certains acteurs avec la bénédiction de Paul Put. Bref, le bon point à magnifier dans cette aventure de 2015 est à l'actif du gouvernement du contribuable burkinabé, dire de l'État qui s'est saigné pour que le Burkina Faso ne soit pas en reste dans ce concert des nations. Mais hélas, mille fois hélas, la volonté populaire seule n'a pas suffi. Les étalons, sans leur jeter tout l'anathème, n'ont pas compris que la gloire d'une nation se compte également sur le nombre de ses succès sportifs. 2013 a été l'année de notre année. 2015, c'était comme en 2012, le retour à nos anciens amours. Il faut que ça change. Voilà, un coup de cœur de Victorien Marianne. Ceci dit, le match à ne pas rater fut le match contre le Congo. Une fois encore, les étalons sont passés à côté de leur sujet. Jean Modeste a rencontré quelques réactions à l'issue du match. C'est des erreurs individuelles. Je pense que ce n'est pas à voir avec la tactique, à mon avis. Chacun a son avis, mais je pense si on marque un but de 3 occasions qu'on a eu le premier mi-temps, ça peut être un tout autre match. Maintenant, il faut gagner. Il y a toujours, tu essayes de faire la pression sur le Congo, tu le sais, tu es toujours faible sur un contre-attaque, mais le premier but, comme on a vu les images, ça c'est rien à voir avec le tactique. Ils ont marqué sur nos jeux, mais c'est un but. Maintenant, après, il faut prendre des risques. On a enlevé quelqu'un derrière pour essayer de tout possible. Si je ne fais pas ça, tu vas dire l'entraîneur il ne connaît rien parce qu'il ne prend pas des initiatives. Maintenant, on a pris des risques. On a joué avec 3 en arrière pour essayer de mettre la pression. On arrive de marquer et on prend encore un but cadeau emballé. Est-ce que ça, c'est tactique de l'entraîneur? Moi, je ne pense pas. On n'a pas eu beaucoup de chance dans cette CAN. Poteau sortant, ça pouvait être poteau rentrant. On a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas marqué. Maintenant, dire qu'on retourne en arrière, non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé et vis-à-vis des dirigeants et de notre mentalité et l'envie des joueurs. Et maintenant, on peut arriver à enchaîner 2-3 matchs, 3 victoires. Et pour moi, je pense qu'on était plus fort cette année que l'année 2013, mais il y avait plus de chance, plus de baraka, parce que si on avait, avec les si on peut refaire le monde, comme j'ai dit, et si on avait eu la chance de gagner contre le Gabon, de gagner contre le Guinée équatoriale, aujourd'hui on n'en sera pas là, on allait être qualifié déjà avant. Maintenant, il faut faire le dos rond, et écouter les conseils, apprendre de nos erreurs et continuer à travailler. L'année de confirmation, c'est toujours compliqué. On a vu la Zambie, voilà, le Nigeria qui ne s'est même pas qualifié. Et voilà, c'est pas facile de garder son titre. Mais voilà, on sort avec beaucoup de regrets. Mais on ne sort pas la tête basse ce soir. On va garder la tête haute. On va continuer à travailler. C'est vrai qu'on a été éliminé aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est le football, il faut accepter. En 2013, on a fait beaucoup de bonnes choses. Voilà. Donc moi je pense que si ça n'a pas marché, il faut
faut reconnaître aussi que voilà, l'équipe s'est vraiment battue. Voilà, l'équipe s'est vraiment battue jusqu'au bout. Et quand on joue un match, quand on domine, quand on n'arrive pas vraiment à scorer, et franchement, ça devient compliqué. Et quand l'équipe Alves arrive à scorer, et nous, on est obligé de courir tout le temps pour égaliser, fournir des efforts. Et quand tu égalises, franchement, c'est pas franchement évident quoi. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Mais restez toujours en notre compagnie. Je serai en compagnie de Wendata Nathalie Kaoré pour le compte rendu du Conseil des ministres de ce jour dans quelques minutes.